L'océan, oui, c'est une question vaste. 2/3 de la planète quand même. Et pourtant, ça a pendant longtemps été le parent pauvre, que ce soit de la politique ou même de la recherche scientifique, puisque finalement, on a commencé à vraiment s'intéresser et être en capacité d'observer ce milieu-là assez tardivement. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, écoutez l'intégralité du témoignage d'Anaïs Després, ancienne directrice mobilisation et communication de la plateforme Océan et Climat. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Alors moi, c'est Anaïs Després, j'ai 33 ans, j'habite à Paris et j'étais anciennement directrice mobilisation et communication à la plateforme Océan et Climat où j'ai travaillé pendant 8 ans. Ma sensibilisation à l'écologie pendant l'enfance, j'ai pas souvenir qu'elle soit passée par l'école. Dans mes souvenirs, c'était un sujet qui était relativement absent des cursus scolaires, mis à part la SVT, qui n'était pas ma matière préférée du tout. En revanche, j'ai eu un papa qui était assez sensibilisé à ces enjeux-là, assez intéressé par les sciences naturelles de manière globale, avec qui on a eu pas mal de discussions sur ces sujets et qui m'a montré basiquement comment fonctionnait notre jardin, qui m'a fait participer à des activités de jardinage et qui a essayé un peu de m'ouvrir à ces activités en extérieur. Donc je dirais que les premiers pas ont été ici, mais j'ai pas spécialement grandi dans un environnement qui était très sensible ou instruit sur ces questions-là. J'aimais beaucoup être dehors, j'aimais bien jardiner avec lui. Enfin, c'est bête, par exemple, quand on est enfant, on est souvent un petit peu dégoûté par les vers de terre. Moi, mon père m'a très jeune expliqué que c'était les amis du jardin et m'a expliqué en quoi est-ce que les vers de terre avaient une importance écologique particulière pour les sols. Et je pense que j'ai développé par ces biais-là une curiosité assez jeune qui s'est renforcée en grandissant. L'évolution de mon intérêt pour l'écologie, c'est une question qui n'est pas hyper évidente à répondre pour moi, parce que j'ai l'impression que ça a été très multifactoriel et il n'y a pas vraiment eu de déclic à un moment. Je crois qu'à l'adolescence, j'ai écouté des artistes engagés qui ont éveillé un peu ma conscience écologique, qui m'ont fait m'intéresser à l'écologie sous le prisme, on va dire, plus politique. Et puis à côté de ça, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages étant jeune, des colonies de vacances pour être exact, qui m'ont amenée à différents endroits du monde. Et je pense que c'est vraiment par l'expérience de découvrir des nouveaux biomes et de me rendre compte de la diversité en fait du vivant. Je pense que c'est ça qui a progressivement éveillé un vrai intérêt pour l'écologie. À la fois, j'ai l'impression qu'il a toujours été là et qu'en même temps, c'est quelque chose de relativement récent dans ma construction. Étant plus jeune, je pense que comme beaucoup de personnes, mon regard s'est beaucoup porté sur ce que je pourrais appeler des espèces emblématiques, des espèces desquelles on se sent proche en tant qu'humain, forcément avec de l'empathie, avec un souci pour la cause animale et tout un tas d'autres sujets. Et c'est vrai qu'en grandissant, plus le temps passe et plus je m'intéresse à ces espèces qu'on connaît beaucoup moins et qui sont beaucoup moins visibles, mais qui ont une importance écologique vraiment majeur. Donc évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect systémique du vivant qui aujourd'hui m'intéresse. Et du coup, vraiment le concept de biodiversité et d'écosystème au final. Étant un peu plus jeune, en découvrant tous les impacts de l'humain sur le vivant de manière générale, ça m'a évidemment mise en colère. Ça m'a donné envie de secouer un peu certaines personnes autour de moi et parfois de le faire de manière un petit peu virulente. Aujourd'hui, j'ai pris du recul là-dessus. Déjà parce que je pense que c'est important d'adapter sa manière de communiquer en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et aussi parce que je pense fondamentalement qu'on ne peut pas demander la même chose à tout le monde. On ne peut pas comparer une personne comme moi qui vit à Paris et qui n'est personne à charge avec une famille de 5 enfants qui vivent en milieu rural.
Pour moi, c'est facile de ne pas prendre la voiture. C'est même absurde de prendre la voiture. Pour d'autres, c'est une nécessité au quotidien. Donc, je pense que pour sensibiliser efficacement, c'est important de sortir des généralités dans lesquelles des personnes pourraient ne pas se reconnaître. C'est important d'adapter le discours et de parler de sujets qui parlent à tout un chacun. Et c'est aussi important, je crois, de faire preuve d'humilité quand on est la personne qui parle et de se rappeler de la position dans laquelle on parle et du fait qu'elle n'est pas universelle. Pour être très transparente, j'ai toujours grandi, depuis que j'ai quitté du coup la banlieue parisienne, toujours grandi dans des plutôt grandes villes. Donc c'est vrai que l'évolution de mon mode de vie, ça, évidemment, il y a eu tout l'aspect tri, recyclage des déchets. Il y a évidemment la question de réfléchir à la manière dont on consomme ses vêtements, à la manière dont on consomme aussi sa nourriture. Mais je dois dire que je suis loin d'être un exemple parfait. Il y a des tas de choses que je fais encore mal et je n'ai pas vocation d'ailleurs à devenir quelqu'un d'absolument parfait à ce niveau-là. Je pense qu'il faut faire les choses au fur et à mesure et surtout intégrer des habitudes de vie qu'on peut tenir sur de long terme plutôt que de vouloir révolutionner sa vie du jour au lendemain pour au final pas y arriver et se sentir incapable. Pour parler un peu de mon parcours scolaire et universitaire, à la base, moi j'ai fait une filière littéraire-théâtre au lycée pour au final me tourner vers les sciences politiques pendant mes études supérieures, plutôt orientée sur un parcours relations internationales. Et je me suis décidée à me tourner vers un Master 2 en politique européenne et affaires publiques à la fin de mes études. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée parce que j'ai trouvé que l'Union européenne en tant qu'objet institutionnel et historique était un objet très intéressant et assez inspirant, même avec tous ses défauts. Et je crois que ce qui m'a profondément intéressée dans l'objet de l'Union européenne, c'est le fait que ça mobilise déjà des États qui ont des intérêts différents, des situations qui sont différentes, mais aussi tout un socle d'acteurs très complexes qui vont des entreprises, en passant par les ONG, en passant par les représentants politiques, et que tout ce petit monde doit, d'une manière ou d'une autre, réussir à trouver une direction commune. Et de cette base-là, je crois que j'avais un intérêt assez fort pour les questions politiques, qui se sont du coup tournées sur l'international et sur les relations européennes. Et finalement, en m'intéressant aux sujets environnementaux, je me suis rendu compte que même si on parlait de choses complètement différentes, il y avait cet aspect très multiple aussi, très millefeuille et très complexe qu'on ne peut pas ignorer. Je veux dire, les interactions au sein du vivant sont d'une complexité folle et celles de la politique sont d'une complexité folle aussi. Et je crois que c'est deux sujets sur lesquels, dans ma tête, je fais un peu des parallèles et qu'en un sens, mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est une manière de se rassurer, d'avoir un peu plus de prise sur le réel et parfois d'être un peu moins découragé aussi en se disant qu'il n'y a pas de réponse simple à ces questions-là de toute façon. Et sur le sujet de sensibiliser les décideurs, sensibiliser le grand public, est-ce qu'il faut prioritairement cibler le politique ou le citoyen ? Je vais répondre quelque chose d'assez commun, mais je crois qu'il faut évidemment que tout le monde soit sensibilisé à ces enjeux, que la manière de sensibiliser les décideurs n'est pas la même que celle qu'on va employer pour sensibiliser le grand public. Mais plus le temps passe et plus j'ai envie qu'on mette plus de pression sur les décideurs, qu'on en mette sur les citoyens, parce qu'au bout d'un moment, ça reste eux qui décident, pas les politiques seuls, évidemment, c'est tout un tas de décideurs, hein. Je parle de décideurs avec un grand D, ça reste quand même eux qui ont la main sur la manière dont les choses se font. Et du coup, agir à un niveau réglementaire, à un niveau légal et aussi à un niveau symbolique pour les décideurs, c'est quelque chose qui a des effets très concrets en fait sur la vie des citoyens. Et je pense évidemment que les citoyens doivent accompagner cette démarche, mais les décideurs sont censés prendre des décisions pour le bien-être de tous. Et du coup, je crois que prioritairement, c'est à eux de montrer la voie. Il est vrai que quand on parle de politique, je pense qu'il y a une force d'inertie qui est quand même très importante. Au niveau européen, je crois que les sujets environnementaux trouvent de plus en plus leur place. Je crois que les idées
infuse, mais que la vraie problématique est la temporalité. Le temps de la dégradation de l'environnement et de l'accélération du changement climatique est beaucoup plus rapide que celui de l'implémentation ou même de la prise de conscience politique. Et c'est ce gap temporel qui fait que la situation est quand même relativement critique, plus l'effet d'entraînement et la connectivité, évidemment, des écosystèmes entre eux et de la biodiversité avec le changement climatique de manière globale. Donc, il faut de l'optimisme, il faut, comme je le pense personnellement, ne pas penser que ces questions-là se résolvent simplement, parce qu'elles ne sont pas simples. Et du coup, il n'y a pas de réponse magique ou toute faite qu'on peut apporter aux crises qu'on est en train de vivre. Et j'avoue que moi, ma confiance se tourne beaucoup vers la science et vers les avancées qu'on fait d'un point de vue de la recherche et de la compréhension du monde qui nous entoure. Et je pense qu'il faut aujourd'hui donner plus de place et plus de crédit, surtout dans une époque où les discours sont un peu brouillés, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Je crois que c'est important de se tourner vers la science et de lui faire confiance aussi et d'écouter réellement ce qu'ont à dire les scientifiques. Et je dis ça notamment vis-à-vis des décideurs. Aujourd'hui, les scientifiques font des efforts énormes pour que leurs connaissances soient accessibles et je pense que ça devrait beaucoup plus souvent être le socle de nos politiques publiques que ça ne l'est actuellement. La question du passage à l'action, elle n'est pas évidente à répondre pour moi parce que je crois que j'ai jamais vraiment vécu ça comme ça. J'ai eu un intérêt qui s'est renforcé à mesure que j'ai grandi sur les questions écologiques, sur les questions environnementales. Et en fait, je crois qu'assez rapidement, ça a été une évidence pour moi que je voulais travailler là-dedans. Et non pas parce que je me sentais un devoir ou une mission, juste parce que j'avais envie d'évoluer dans un environnement professionnel qui me stimule, qui m'intéresse, qui me passionne, qui fasse que j'ai l'impression d'apprendre des choses tous les jours et que je pense qu'aujourd'hui, et même depuis toujours, la question de l'environnement est la plus importante qui soit, en un sens. Et pour moi, ça a été assez naturel et assez logique de m'orienter vers ça. Et c'est pour ça que je parlerai pas forcément de passage à l'action parce que j'ai jamais vécu ça comme un combat ou une envie de me positionner quelque part. C'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement pour moi et même encore aujourd'hui, je me vois pas vraiment faire autre chose. Sur la forme de l'engagement, ça c'est une question que je me suis évidemment beaucoup posée parce que malgré tout, même si pour moi travailler sur les sujets environnementaux, écologiques, c'était assez logique, la question de la forme que ça allait prendre, évidemment, je me la suis posée et je me la pose encore. Aujourd'hui, je pense qu'on a énormément de manières différentes de s'engager, qu'en fonction de notre caractère, de notre contexte de vie, il y a des choses qui sont plus appropriées que d'autres. Et moi, là, à l'heure actuelle, ce que je recherche, c'est une forme d'action qui soit compatible avec qui je suis. Donc, je sais que je suis quelqu'un qui est plutôt dans ce que j'appelle le temps froid, qui prend du temps à comprendre les informations, à les digérer, qui aime les partager. Donc mon engagement, je le situe plutôt ici. Et ce qui me paraît aussi important, mais là c'est plus un engagement de moi à moi, c'est aussi dans ma vie personnelle de me créer des fenêtres d'opportunités qui me permettent aussi de vivre cette connexion avec l'environnement que je ne vis pas au quotidien puisque je reste quelqu'un qui vit en ville. Et plus j'ai la chance d'aller arpenter certains coins de France que je trouve merveilleux, plus je sens mon engagement sur ce sujet grandir. Et après, évidemment, il y a aussi tout le volet de la mobilisation politique. C'est vrai que le fait, moi, d'avoir eu cette expérience à la plateforme Océan et Climat, ça m'a fait me sentir active sur ce sujet et engagée. Et j'aimerais, je pense, continuer ça aussi par la suite. Donc mon engagement, je le vis plutôt comme ça, un petit peu en arrière-plan et dans un rapport aussi assez sensible et personnel par rapport au sujet. Je crois que le militantisme est par nature très protéiforme et qu'il doit rester protéiforme.
Je pense que tout un panel d'actions différentes est possible en se sentant militant. Travailler en association, comme ça a été mon cas, pour moi, c'est une forme de militantisme. Certains militants diront que ça n'en est pas, mais pour moi, ça en est parce que c'est dédier du temps, dédier de l'espace mental à ces sujets et de la passion aussi. Je pense que si on parle d'aider chacun à passer à l'action, je crois surtout qu'il faut dire aux gens que des formes de militantisme, il y en a plein, qu'ils en trouveront forcément une d'adaptée par rapport à leur fonctionnement et leurs idéaux, et qu'il ne faut pas affronter les différents modes entre eux. Tout est complémentaire et c'est grâce à toutes ces petites luttes et à toutes ces actions différentes qu'aujourd'hui, on sait que l'écologie et l'environnement sont un des plus grands sujets du siècle. L'océan, oui, c'est une question vaste. 2/3 de la planète quand même. Et pourtant, ça a pendant longtemps été le parent pauvre, que ce soit de la politique ou même de la recherche scientifique, puisque finalement, on a commencé à vraiment s'intéresser et être en capacité d'observer ce milieu-là assez tardivement. C'est vrai que sur le champ du politique, l'océan a mis du temps avant d'émerger comme étant un vrai sujet. Et il y a plusieurs explications à ça. Il y a évidemment la question de la connaissance pure et dure de l'océan, de l'accessibilité. C'est pas évident de pouvoir aller dans les grandes profondeurs pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, et tout ça reste relativement récent. Et il y a aussi, sur un pan plus géopolitique, le fait que chaque État côtier va avoir la gestion de sa zone économique exclusive. Tout ce qui ne relève pas de la ZEE des États, c'est de la haute mer, et on est dans un espace qui globalement n'appartient à personne, et donc appartient à tout le monde, et donc est très faiblement régulé. Et ces traités internationaux, pour pouvoir adresser ces questions-là, mettent énormément de temps à se mettre en place. Donc finalement, toutes ces raisons font que l'océan a mis du temps, peut-être en tant que plus grand écosystème de la planète, à trouver sa place par rapport à la biodiversité terrestre. Mais c'est un sujet autour duquel il y a une vraie communauté qui s'est soudée il y a une quinzaine d'années, et qui est petite mais très proactive et assez efficace. Et en 15 ans, c'est un sujet qui, je pense, a trouvé sa place à beaucoup d'égards. La première victoire notable de la plateforme Océan et Climat et de tous les autres acteurs qui ont travaillé sur le sujet, ça a été l'intégration de l'océan dans le préambule de l'accord de Paris, donc en 2015. Ça paraît un peu anecdotique dit comme ça, mais à l'époque, l'océan était complètement absent des textes de la Convention climat, ce qui du coup posait évidemment des grandes questions sur la possibilité pour un État d'agir en faveur de la protection de l'océan dans le cadre de ces politiques climatiques. Donc le fait que l'océan ait été intégré dans le préambule de l'accord de Paris, grâce à l'APOC, il y a des États leaders, à énormément d'autres acteurs de l'océan, d'associations, de scientifiques et autres, ça a été une première grande victoire. Et ce qui l'est encore plus, je pense, c'est le fait que à partir de cette date, l'océan a été présent dans toutes les décisions finales des COP. C'est-à-dire qu'une fois que le mot est rentrée, la mobilisation des acteurs de l'océan autour de ce sujet, elle n'est pas retombée comme un soufflet. Elle a continué d'exister, elle s'est organisée, elle s'est structurée, toujours avec l'idée en tête de dire on ne peut pas mettre l'océan de côté, ça n'a aucun sens. C'est le principal régulateur du climat, donc on doit parler d'océan à toutes les COP. Et c'est de la société civile qui a poussé ça, parce que si la société civile ne l'avait pas fait, personne n'aurait parlé d'océan. Donc ça, c'est un exemple de mobilisation qui, je pense, est tout à fait intéressant et à saluer. Et puis on peut voir aujourd'hui que le sujet océan, et ça encore une fois, c'est toute la communauté océan qu'il faut féliciter là-dessus. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on voit de plus en plus émerger dans les médias. On a eu l'année de la mer cette année, et on a eu quand même cette conférence des Nations Unies sur l'océan qui a été organisée par la France et le Costa Rica, qui a permis de réunir la communauté internationale autour de ce sujet et qui a permis tout un tas d'avancées. Donc la mobilisation, elle est évidente. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation autour de ce sujet-là. Est-ce qu'elle est suffisante ? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on fait assez pour l'océan ? La réponse sera toujours non, parce que
Il y a tellement à faire, je veux dire, donc ça sera jamais suffisant, entre guillemets, au regard des impacts qu'on peut observer aujourd'hui. Mais par contre, la mobilisation, elle existe, elle est croissante et elle a été d'une rapidité folle. Elle s'est construite en 15 ans, ce qui est aussi assez rassurant. Dans le cadre de mon ancien travail à la plateforme Océan et Climat, même si les jeunes n'étaient pas notre cible d'action prioritaire, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des interventions sur des journées de sensibilisation et d'avoir des échanges avec différents publics de différents âges. Et c'est vrai que j'ai été très agréablement surprise par leur niveau de connaissance et de conscience sur les sujets environnementaux, qui m'ont paru beaucoup plus avancés que la conscience que j'avais à leur âge. Je me rappelle notamment d'une discussion avec des enfants qui devaient avoir 9-10 ans à l'aquarium tropical de la Porte Dorée, où on parlait de protection de l'océan et où je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà une notion de ce qu'étaient les écosystèmes et une bonne notion. Ils étaient capables de définir ce que c'était un écosystème. J'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait conclure, même si je ne suis pas allée vérifier après coup, qu'aujourd'hui, les questions environnementales, elles existent de manière beaucoup plus claire dans les programmes scolaires, que ça a trouvé une place, je pense, beaucoup plus importante qu'à mon époque. Et je pense que les jeunes, à la fois, sont probablement mieux informés, plus sensibilisés, mais qu'ils subissent aussi plus le poids de ces informations-là. Ils naissent dans un monde qui est quand même relativement lourd sur les sujets climatiques et environnementaux. L'éco-anxiété, c'est un sujet qui n'est pas facile, qu'on est beaucoup à vivre, je pense, sur toutes les générations. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'a touchée et qui me touche évidemment. Étrangement, le fait de m'intéresser à ces sujets-là d'un point de vue professionnel, ça m'a permis entre guillemets, de garder ces questions-là pour le travail. C'est quelque chose qui a mis du temps à se construire, parce que c'est vrai qu'au départ, donc je passais forcément mes journées à travailler et à m'intéresser à ces sujets-là. Et une fois rentrée chez moi, je continuais d'absorber beaucoup de choses, de vidéos, de lectures sur le sujet. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas fonctionner comme ça, que là, c'était trop. Donc le fait d'y consacrer ma vie professionnelle, ça m'a aussi permis de me distancier de ça dans ma vie personnelle. J'ai eu besoin, en tout cas, de poser une limite assez claire. Et ça revient toujours à cette recherche d'équilibre un peu personnel, qui est propre à chacun. Je ne crois pas qu'il y ait de règles universelles là-dessus, mais je crois que c'est important, si on se sent submergé par le trop d'informations, par le trop d'éco-anxiété, d'essayer de prendre des mesures qui nous permettent de nous retrouver dans une situation plus vivable et plus confortable. Moi, en tout cas, j'en ai ressenti le besoin. Et c'est vrai que là, actuellement, j'ai terminé mon expérience à la plateforme Océan et Climat. Donc, c'est encore une nouvelle phase de vie dans laquelle il faut que je vois comment est-ce qu'aujourd'hui je m'intéresse, comment est-ce que je m'engage. Là, présentement, mon objectif, c'est surtout de créer les opportunités pour pouvoir aller en forêt, aller sur la côte, réveiller un petit peu l'aspect sensible de ma connexion avec le vivant pour pouvoir ensuite revenir dans du théorique et dans de l'apprentissage, mais j'ai besoin en tout cas de reconstruire ce lien-là, parce que je crois que c'est la meilleure manière pour moi de m'émerveiller et que je ne veux pas penser à ces sujets-là sans penser à l'émerveillement que ça suscite chez moi. Les sujets environnementaux me passionnent, mais il y a aussi d'autres choses qui m'animent dans la vie et c'est important pour moi, au-delà du travail, de garder de la place aussi pour le reste, histoire de pouvoir être juste un individu complet et qui n'est pas uniquement attaché aux crises qu'on vit actuellement. Mon optimisme pour la préservation de la biodiversité et de l'océan, je pense qu'il naît de quelque chose de très basique. Je crois que le vivant nous survivra toujours, de toute façon. Que le vivant, dans sa grande majorité, a une très forte capacité d'adaptation. Il suffit de s'intéresser un peu à l'histoire de la Terre pour se rendre compte que la Terre est passée par vraiment des étapes très compliquées. Je veux dire, celle qu'on vit actuellement, l'Anthropocène, est extrêmement compliquée, évidemment. Il y en a eu d'autres qui ont été très traumatisantes pour l'ensemble du vivant, avec des extinctions de masse, et au final, le vivant a repris le dessus. Donc, il y a déjà cette idée-là. Et puis, je crois surtout que, de manière peut-être un peu plus triviale, peut-être un peu naïve,
Je pense que vivre en n'ayant que la fin du monde en tête, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et il y a un truc en moi qui peut pas m'empêcher de me dire que tout ce qui existe sur cette planète est fait pour vivre et pour survivre, et que je ne sais pas encore quels sont les moyens qu'on va réussir à mettre en œuvre et à quel point les impacts seront dramatiques et pour qui surtout, en priorité. Mais je crois que chaque être vivant sur cette terre est animé par une soif de vivre qui dépasse tout. Donc je dirais que mon optimisme se trouve plutôt ici. Merci à Anaïs Després pour son témoignage dans À Voix Haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Un podcast produit avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.